Merci, Madame la Ministre. Vous avez révélé les noms des gagnants. Bien. Je vais donner la parole à Jacques-Antoine Grandjean, le parrain industrie de ces trophées. Avant de les remettre, Madame la Présidente, Jacques-Antoine est, je le disais tout à l'heure, l'une des grandes stars de l'Internet français. Il est le fondateur de Vente Privée, le leader de son secteur, et puis il est aussi le cofondateur d'une école européenne des métiers de l'Internet, dont je pense qu'il va vous dire 2 mots. Merci. Bonsoir à tous, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. J'étais un peu surpris, je suis un peu troublé parce que je croyais que je m'adressais à une horde d'étudiants et d'écoliers. Bon, vous êtes tous étudiants, écoliers, mais depuis un certain temps, sauf quelques-uns ici. Donc je dois réadapter mon logiciel, mais je crois que c'est à peu près la même chose que ce que j'allais dire. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut avoir une société qui ne marche entièrement qu'avec le numérique et les outils digitaux, sans rien y comprendre, sans être ingénieur, sans être développeur, sans faire de code, en étant juste quelqu'un à l'écoute. On parle de la crise en France depuis 10 ans après ma naissance, le premier choc pétrolier, puis le deuxième choc pétrolier, et puis cette crise permanente qui suivit les 30 Glorieuses. En fait, on peut le regarder autrement, on peut juste essayer de comprendre qu'on est juste en mutation. Alors, la mutation dans le numérique qui démarre à partir des années 90, elle prend 3 formes. Il y a 3 étapes. La première, elle est quasiment passée, c'est le moment où l'information va circuler. Alors, plus ou moins vite, hein, vous savez, les histoires de 3G, 4G, 5G, c'est toujours la même chose, hein, c'est des données qui passent dans un tube. D'ailleurs, quand des opérateurs de téléphonie vous vendent la 5G plutôt que la 4G, c'est toujours des données qui passent dans le même tube, sauf qu'on peut en passer plus, à un moment donné on n'a pas besoin d'en passer beaucoup plus que ce qu'on en reçoit, et puis de toute manière on ne va pas regarder des films sur un portable grand comme 5 cm, donc tout ça c'est un peu illusoire. L'important, on est quasiment arrivé au bout de ce que préparent les innovations, quoi. La rapidité d'exécution, de passage de données pour qu'un utilisateur puisse en faire quelque chose. La première étape, c'est le passage de toutes ces données sur un écran au domicile, chez des gens ou dans les bureaux. C'est, on va dire, les années 90 jusqu'à maintenant, et on s'aperçoit que c'est en train de disparaître. L'ordinateur, comme on l'a connu jusqu'à présent, est en train de disparaître dans les usages. Moi, ça a permis de comprendre ce que le numérique pouvait apporter à mon métier. Moi, je suis commerçant, j'achète des produits, je les revends, et brusquement, j'ai compris qu'avec cet usage du numérique, je pouvais faire quoi ? Des catalogues plus rapidement que par papier comme la Redoute. Je pouvais toucher le client final sur son ordinateur à la maison. Et je remercie les femmes et je remercie les ingénieurs, les femmes et les ingénieurs, parce qu'en 2004, le vrai démarrage de Vente Privée, c'est finalement 2004, c'est l'équipement de la DSL en France. C'est quand le Quick Internet arrive et que les femmes, parce que c'est elles qui l'ont de nouveau, qui l'ont à la maison et qui sont curieuses et qui se mettent à regarder cet écran qui leur offre de multiples possibilités, qu'elles travaillent ou qu'elles restent à la maison, c'est la même chose, hein, mais c'est les femmes qui ont fait le démarrage de Vente Privée en 2004. Et je remercie les ingénieurs parce que j'ai eu la chance, finalement, sans le savoir, hein, que la DSL a été installée en 2004. J'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui était à ces tout petits balbutiements. Et le fait que la DSL arrive a fait que j'ai pu propager mes catalogues, mes offres de différentes choses et qu'on puisse télécharger les photos en moins de 15 secondes, alors qu'aujourd'hui, quand c'est un millième de seconde ou 2 millièmes, vous dites « ah, c'est trop lent ». Donc ça, c'est le premier usage. Ça a transformé mon entreprise. J'avais une petite entreprise qui faisait 50, 60 millions d'euros. Aujourd'hui, elle fait 1,7 milliard d'euros. C'est grâce au numérique que j'ai pu le faire, grâce à tous les métiers qu'on a inventés, parce que depuis 2004, tous les gens qui travaillent chez Vente Privée, c'est 2200 personnes. Ce sont des nouveaux métiers, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé dans le commerce, parce que l'EMI, c'est une école très axée sur le commerce. Hein. C'est pas l'école 42 de mon ami Xavier Niel, qui est une école axée sur le développement, auquel je ne peux pas contribuer vraiment puisque j'y connais rien, tandis que l'EMI, c'est une école axée sur comment on va faire le commerce de demain, quelle est finalement la définition du commerce de demain, et c'est ça où est le potentiel fantastique. Avant que je passe à la deuxième phase, le potentiel fantastique, moi j'ai mis 10 ans pour trouver la définition de ce qu'était le e-commerce. Hein. Moi je viens du commerce, c'est quoi? C'est que tout le monde peut monter une boutique. Ok, vous allez me dire, ça c'était facile avant. Sauf que dans cette boutique, vous pouvez élargir l'offre à l'infini.
modèle Amazon. Stretch de l'offre, il suffit de rajouter des serveurs. Bon, ok, ça s'appelle avoir une grande boutique. Et la troisième partie de la définition, c'est que si vous avez envie, vous pouvez faire entrer le monde entier. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant pour ceux qui l'ont compris avant, ceux qui ont compris le modèle, ceux qui utilisent les outils financiers pour dire aux financiers, vous avez vu, si je fais rentrer le monde entier dans mon modèle, je vais avoir, d'ailleurs c'est les années 90, c'est le début des business plans et des business models, avec des jeunes qui arrivent et qui disent, regardez, donnez-moi de l'argent, quand plein de gens vont rentrer chez moi, je vais faire beaucoup de ventes. Et c'est le début de la financiarisation extrême de l'économie. D'ailleurs, ça a créé la première bulle Internet, où les gens, dans la première bulle Internet, étaient très brillants. Hein. Tous ceux qui ont monté des entreprises de 95, 96, 98, 2000, ils étaient très en avance seulement sur l'usage. C'est ça qu'il faudra retenir. Ils étaient en avance sur l'usage et donc ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour aller plus loin. Et ça, c'est la première phase du numérique, c'est celle-là. La deuxième phase, on est en train de la vivre et on est profondément dedans, c'est que les données passent sur cet outil-là, que vous connaissez tous, vous avez dans vos poches, c'est ça. Et ça change. Alors je vais passer à la troisième phase, parce que je ne la connais pas encore, la troisième phase, donc je ne peux pas en parler longtemps, mais ça change complètement les comportements. Et ça a changé les comportements d'une vitesse extrêmement rapide, puisque c'est l'objet le plus acheté et le plus utilisé dans l'histoire de l'humanité aussi rapidement. Et donc obligatoirement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change des choses. Ça change des usages très rapidement. Et on va en reparler. La troisième étape, c'est les objets connectés. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir parler à des objets qui, les ingénieurs vont donner, d'ailleurs des marketeurs, des gens qui vont penser à des offres, d'abord, ça part toujours comme ça, vont donner de l'intelligence, et ça changera notre monde, parce que ces objets-là, jusqu'à la robotique, et puis après, je ne suis pas un spécialiste, vont changer notre façon, là aussi, de vivre. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver, hein. Si on ne s'y met pas tout de suite en France, et on est très très bon en France, mais si on ne s'y met pas tout de suite à mettre en place, parce qu'en France on a des très bons ingénieurs, mais parfois on oublie que les produits, il faut les vendre. Il faut les vendre, il faut les mettre à disposition du public, il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils soient agréables, il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils fonctionnent. Apple. Hein, bon. Et nous, on a les talents pour le faire, sauf qu'on oublie un petit peu que c'est pas seulement un circuit électrique, c'est pas seulement un microprocesseur, c'est aussi le packaging, la distribution, l'acceptation que le commerce est quelque chose d'important dans la vie. Hein, les hommes font du commerce, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils deviennent tolérants, c'est en se connaissant, c'est en se vendant et en faisant circuler leur culture et leur savoir. Aujourd'hui, on est en plein dans la deuxième phase de cette révolution qui a changé les comportements, et vous l'avez vu, on peut le dire, Twitter a été un facteur incroyable d'accélération de la révolution arabe. Parce qu'un jeune garçon qui s'appelle Mohamed Bouazizi, en Tunisie, s'est immolé. C'est inacceptable de s'immoler. Alors on a l'image des bonzes, on a l'image du Vietnam, des photos de Paris Match. On sait qu'il y a des moines qui s'immolent, mais on ne comprend pas trop. On se dit c'est loin, là-bas, vers le Tibet. Mais là, en Tunisie, un jeune mec de 20 ans qui s'immole alors qu'il est vendeur de légumes. Et c'est inacceptable dans le pays du soleil, du couscous, c'est inacceptable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague d'émotions qui submerge à ce moment-là, au travers des réseaux sociaux, et qui est inarrêtable, et qui est le démarrage des révolutions arabes, avec, est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est pas mon sujet là. Le sujet, c'est comment Twitter a accéléré ça. La façon dont nos enfants vivent, au début du siècle, il n'y a pas si longtemps, fin du XXe siècle, pour se marier, les gens allaient le 14 juillet, rencontraient quelqu'un dans la fête du 14 juillet, attendaient un an pour la revoir, et peut-être la deuxième année se marier. Moi, ma fille, quand elle avait 18 ans, elle quittait son mec à 2 h du matin sur son petit ami, et elle le retrouvait à 7 h du matin quand elle se levait en changeant son statut Facebook. Donc on se quitte, on se redécouvre sur un geste mécanique. Ça change les comportements, tout ça. Il faut juste l'anticiper. Le portable, aujourd'hui, on regarde un petit peu ce que font les parents, par exemple. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Les parents, il y a encore quelques années, et c'est bien parce qu'on est à la CNIL, vous allez voir, c'est s'il y a la liberté, il y a quelques années, disaient « Oh là là, moi je ne donne pas de portable à mes enfants tout de suite, c'est pas possible. Oh, toi, tu en donnes à ta fille de 12 ans, c'est terrible. » Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les parents, ils veulent donner des portables quand les enfants naissent à leurs enfants. Et vous savez pourquoi? Pour les contrôler. Moi, quand mon fils qui a 17 ans se fait piquer son portable ou se le fait prendre par sa prof parce qu'il l'utilise à l'école, ce qui est inacceptable, c'est moi qui ai les ennuis. Je ne peux plus le joindre, ses profs ne peuvent plus le joindre, je ne sais plus où il est, c'est moi qui suis puni. Mais arrivé hier, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, tous les comportements
sont en train d'évoluer. Et aujourd'hui, que ce soit dans le monde du commerce, où le digital a fait en sorte que le client, ce qui a transformé, ça on le sent hein, dans le commerce, le client est devenu le roi. Le client aujourd'hui, il a l'information, il compare. La boutique d'à côté, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dans les boutiques. Hein. Je ne suis pas en train de dire, moi vous savez que je prône en permanence que le digital et le monde réel marchent ensemble. Je prône par exemple, et c'est pour ça que j'achète des salles de spectacle, que le digital a fait en sorte que les artistes ne gagnaient plus d'argent en vendant des disques, il n'y a plus de disques. La musique est censée devenir gratuite, ou en tout cas elle est piratée, ou en tout cas elle est vendue par d'autres médias, et que pour gagner leur vie, il faut qu'ils aillent sur des scènes. Donc ça, c'est là où le monde virtuel rejoint le monde réel. Moi, je pense que d'ailleurs dans le commerce, 80% des gens continueront de préférer aller acheter leurs produits dans les boutiques. 85% des jeunes Américains préfèrent aller dans les malls. Et ils sont plutôt en avance sur les comportements. Bah oui, c'est plus agréable. Il y a des cafés, on se rencontre, on a des amis. Et donc, finalement, et on s'en aperçoit, il y avait les chiffres de la FEVA d'hier, que qui est-ce qui est en train de monter en puissance dans le commerce? Ce sont les grands distributeurs et c'est le cross-canal. Le cross-canal, c'est quoi? C'est la liberté de dire je vais acheter un produit sur Internet ou je vais le regarder sur Internet et je vais dans la boutique après. Donc le monde du digital est absolument pas opposé au monde du réel. Au contraire, j'en suis la preuve vivante. Donc ce client qui, grâce au digital, est devenu roi, ben, il peut tout faire. Il compare, comme je vous ai dit, il se renseigne, il est cultivé, il est plus intelligent, il peut se plaindre quand on s'occupe mal de lui. C'est ça la révolution commerciale du digital. Elle a mis le client au centre. Et finalement, en allant un peu plus loin, l'individu est devenu au centre parce que le digital, ce n'est pas seulement du commerce, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès à la culture. Et aujourd'hui, et c'est ça ce que je voulais dire aux jeunes, mais je peux vous le dire à vous parce que je sais que vous le transmettrez, cette liberté dont on parle, alors qu'elle est quand même un peu illusoire puisqu'elle est un peu hypocrite. On sait tous aujourd'hui qu'on est suivi par nos portables, on est suivi par nos cartes de crédit, on est suivi par là où on passe. Bientôt on sera suivi dans les voitures parce qu'il y aura des caméras pour savoir si on est fautif lors d'un accident. Il y aura de toute manière des caméras partout, c'est le début. Ne soyons pas naïfs. On est 7 milliards sur la planète, le vivre ensemble va demander beaucoup de civisme. Donc cette liberté dont on parle, qui a l'air de se réduire, et pourtant les jeunes ne veulent pas de pub sur leur portable et pensent que leur portable est pour ça je ne crois pas à la pub sur le portable d'ailleurs, parce que pour moi c'est le dernier espace de liberté. Demandez aux jeunes, supprimez-leur leur portable et vous allez voir comment ils se retrouvent vides. Et ça, c'est parce que l'usage, on n'en est qu'au début, et que moi, c'est vrai que tous les excès de cette nouvelle phase d'utilisation du portable, à l'avenir, vont s'atténuer. Parce que qu'est-ce qui compte? Et qu'est-ce qui fera notre liberté demain? C'est l'éducation, c'est la connaissance, c'est la culture. Et c'est tout ça qui fera qu'on sera libre. Après, chacun, avec tout ça, en fera ce qu'il voudra, gagner de l'argent, développer des causes caritatives, faire ce qu'il veut dans la vie là où il est heureux. Mais cet accès à la culture, c'est cette révolution qui nous la donne, cet accès à la connaissance, cet accès au fait qu'un petit Malien, s'il a une connexion 4G, peut suivre les cours d'Harvard. Alors aujourd'hui, ça vous paraît peut-être illusoire, parce que ses parents ne le forcent pas peut-être à le faire, parce qu'il ne sait pas le faire, parce qu'il n'a pas encore la connexion 4G, parce que les smartphones coûtent trop cher. Mais en tout cas, c'est possible dès aujourd'hui. Toutes les universités américaines sont accessibles sur des mobiles. C'est possible. Il reste après à donner l'influx, à donner le désir, à donner l'envie de se cultiver, l'envie d'apprendre, l'envie de se former, l'envie de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est un peu ce que moi j'essaye de faire. Je n'ai pas de vision, j'essaye juste de comprendre ce qui est en train de se passer et je tâtonne. Et c'est ce qu'on fait tous avec ces nouveaux outils. Voilà, j'ai été un peu long. Et je vous remercie, j'étais très fier d'être parrain de cette première...